Bonjour, on va attendre quelques minutes. Là, on voit qu'il y a des gens qui sont encore en train d'entrer dans la présentation. On va laisser la chance aux coureurs. Donc, encore quelques minutes de patience, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Donc, bonjour à vous tous. Bienvenue à ce webinaire euh, sur les vertus de la patience dans ce monde de turbulence. Donc, merci de prendre un peu de temps avec nous ce midi pour écouter notre présentation. Donc, mon nom est Patrick Baudouin. Je suis vice-président marché institutionnel chez Optimum. Ce midi, je suis accompagné de Martin Delage, notre chef déplacement mondial. Donc, les vertus de la patience dans un monde de turbulence, en fait, je vous dirais, peut-être faire une petite image. Donc, je ne sais pas si vous êtes amateur de manège ou si vous vous souvenez de la pitoune à la ronde, mais c'est comme ça que je me sens, je vous dirais, depuis 2 ans avec les marchés financiers. Donc, en 2020, 2021, c'était comme au début du manège, si vous vous souvenez, il y a certaines personnes qui se font arroser. Donc, il y a certaines classes d'actifs qui sont faites affecter par la turbulence des marchés. Par contre, 2022, là, on est comme dans la chute finale là, du manège, de où est-ce que, peu importe où est-ce que vous êtes assis sur la bûche, tout le monde se fait affecter, se fait mouiller. Donc, tout le monde va sortir de là trempé. C'est ce qu'on a vu là, à la fin du mois de septembre. Donc, on va faire vraiment un survol des marchés. En fait, Martin va faire un survol des marchés, de qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année. On va essayer d'apporter notre éclairage. Vous avez entendu des choses dans les médias un peu partout. Donc, on va essayer de vous apporter notre éclairage à nous, vous qui êtes majoritairement nos clients chez Optimum. Donc, on va commencer avec un petit vidéo, puis ensuite, je vais laisser la parole à Martin. Bon. J'entends pas la vidéo. Non. Ben, il voit les images.
Donc, désolé pour ça. Vous avez eu le vidéo, mais vous avez manqué la partie son. Donc, on est désolé. Donc, clairement, notre deuxième essai n'a pas fonctionné comme prévu. Mais à tout le moins, vous avez vu vraiment le message de 2022. Là. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à Martin. Ouais, bonjour, merci Patrick. Bonjour tout le monde. Écoutez, on va se le dire, hein, les événements qu'on a vus dans cette vidéo-là étaient imprévisibles. En fait, 2022 ne ressemble à rien à ce que j'ai connu en près de 30 ans de carrière. Donc, on parle de pandémie, on parle de conflits à guerre, on parle de pénurie de personnel, pénurie de biens. En fait, quand je regarde ça, puis si on fait le lien avec le titre du webinaire, il me semble que le mot turbulence revient souvent dans mon vocabulaire au cours des dernières années. Puis quand on parle de turbulence, bien, on le voit, cette année 2022 est une année extrêmement volatile. Bien, on le voit dans le rendement des marchés, des différents actifs financiers en 2022 sur le graphique que vous avez actuellement. Donc, en fait, la seule classe d'actifs qui est positive cette année, c'est le marché monétaire. Donc, puis on parle d'un rendement d'un peu plus de 1%, mais qui ne couvre même pas l'inflation qui est élevée. Quand on regarde les autres classes d'actifs, ce qu'on peut constater, en fait, sont tous négatifs, que ce soit des obligations canadiennes, des obligations internationales en dollars canadiens, de même que les bourses. Mais une chose qui ressort, par contre, c'est que la bourse de Toronto est la meilleure bourse. Donc, elle a baissé, mais on voit la ligne jaune, là, mais beaucoup moins que les autres classes d'actifs. Et en fait, elle a mieux fait la bourse que les obligations cette année. Okay. Donc, Martin, on voit là en octobre, donc le dernier point de données, on voit qu'il y a eu quand même un rebond dans les marchés. Là. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi on voit ça ou on verrait ça? Bien, en fait, on se souviendra, le mois de septembre a été désastreux, a été très mauvais sur les actifs. Les taux d'intérêt ont monté, les obligations, en fait, ont baissé, mais les marchés boursiers ont baissé fortement. Mais je dirais, première des choses, c'est sûr que la baisse qu'on a eue en septembre, il y a toujours des acheteurs, des gens qui cherchent les aubaines. Il y a eu quand même une petite panique dans les marchés, mais aussi le fait aussi que bien, les marchés commencent à anticiper tranquillement peut-être la fin des resserrements monétaires par les banques centrales, en tout cas du moins au Canada. Peut-être aux États-Unis aussi. On a eu des hausses encore hier de 75 points. Donc, il y a ça. Donc, un peu d'optimisme, mais également que l'inflation le sommet de l'inflation pourrait être derrière nous. OK. Maintenant, quand on regarde l'économie en tant que telle aux États-Unis, un des indicateurs précurseurs que l'on suit, c'est notre indicateur précurseur optimum. C'est un indicateur qu'on a bâti à l'interne qui est plus performant que les indicateurs précurseurs, donc il nous standard ou habituel. Et cet indicateur-là, bien, en fait, il nous donne des points de retournement avant les autres. Ce qu'on constate sur le graphique actuel, bien, vous avez les zones grises qui sont les récessions aux États-Unis. Vous avez la ligne orange qui est notre indicateur précurseur et la ligne bleue qui est l'indicateur qui est la production industrielle aux États-Unis. En fait, le ralentissement, on voit là, la baisse de 2020, là, donc la fermeture des économies mondiales, avec le rebond qui a été quand même extrêmement important. Donc, déjà l'automne dernier, on voyait que notre indicateur précurseur ralentissait, donc s'approchait de la ligne de zéro. Donc, on s'attendait à un ralentissement qui était, somme toute, normal, compte tenu de la force des économies l'an dernier. Maintenant, bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, en début 2022, bien, les conflits. Il y a eu des événements imprévisibles, donc le conflit entre Ukrainiens, mais aussi il y a eu la hausse des prix d'énergie. Donc, ça, bien, ça a eu un impact négatif, imprévisible, et bien, c'est venu, en fait, accentuer le ralentissement, puis on le voit dans notre indicateur. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que oui, il y a une certaine stabilisation, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que l'économie américaine devrait continuer à ralentir au cours des prochains mois. Donc, Martin, notre précurseur, qui est la ligne orange, il faudrait qu'elle remonte au-dessus du zéro, ou la ligne noire là, qui est horizontale pour dire qu'on retombe en mode croissance. Puis, Exactement. OK, donc on a encore un peu de chemin à faire.
Puis je vous invite aussi en même temps, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, vous avez une question-réponse, un Q&A là, dans Zoom, donc dans l'outil, juste à rentrer vos questions-là, puis à la fin, on va pouvoir les adresser au fur et à mesure. Là. Donc, merci. Donc, je parlais d'inflation, on va en parler un peu plus aussi tantôt, mais en fait, l'inflation qui a monté a fait réagir les banques centrales et puis, ça a fait aplatir la courbe de taux d'intérêt. Donc, ici, sur le graphique, c'est un graphique qu'on ressort régulièrement parce que en fait, c'est l'écart des taux 10 ans moins 3 mois aux États-Unis. Et vous avez également le gris, donc sur le graphique, représente les récessions aux États-Unis. En fait, pourquoi ce graphique-là est important? C'est que quand la courbe 10 ans moins 3 mois s'inverse, donc c'est-à-dire que les taux court terme montent plus rapidement que les taux long terme, comme c'est le cas là, depuis le début de l'été, quand elle s'inverse, elle devient négative, en fait, depuis les années 60, ça a toujours signalé une récession. N'a jamais manqué une récession. Donc, vous le voyez, là, les ronds rouges, là, à chaque fois qu'on s'est inversé, la récession a suivi. La récession a suivi dans les mois qui viennent. Ceci étant dit, on est tout près de l'inversion. Là, on le voit sur le graphique. Là, on est à la limite. Donc, on n'a pas traversé encore. Ce qu'on peut dire également, c'est que quand on regarde l'histoire, quand ça s'inverse, il y a un minimum de 11 à 12 mois, des fois plus, avant le début de la récession. Donc, on parle, selon l'indicateur, selon la courbe, on parle peut-être d'une récession qui pourrait commencer à la fin 2023 aux États-Unis. OK. Donc, une récession, c'est correct. Là, ça fait quand même un bout qu'on en parlait à nos clients aussi, de s'attendre à ce qu'il y ait une récession. Là. Il y avait quand même un peu d'accumulation dans le marché, là, d'attente à ce niveau-là. Mais quel genre de récession on pourrait avoir, selon toi, Martin, si récession il y a dans 12 mois? Pour l'instant, je dirais que le consensus des marchés, puis quand on regarde les actifs financiers, par exemple, le marché boursier, la S&P 500, qui a grosso modo baissé environ de son sommet là, de 25-26 %, ce genre de baisse-là correspond beaucoup à une récession qui est pas une forte récession, mais une récession légère. Ceci étant dit, c'est très difficile aujourd'hui de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans 12 mois, considérant aussi que les taux d'intérêt ont monté beaucoup. Donc, les effets des hausses de taux d'intérêt, on va les connaître seulement en 2023. Là. Donc, mais pour l'instant, c'est ce qui est anticipé. C'est ce que les marchés anticipent. C'est ce que les marchés anticipent. OK. Mais sachant qu'on a de la misère à prédire ce qu'il va faire en fin de semaine, exactement. Ça va être un peu difficile dans un an. C'est toujours difficile de faire des prévisions. Maintenant, l'inflation, je pense que, écoutez, on l'a vu, là, la fermeture et la réouverture des économies mondiales, là, suite à la pandémie de COVID, ça a eu un effet important sur nos vies et concrètement, ça a été sur le taux d'inflation. Donc, l'inflation a augmenté au-delà de ce qu'on nous-mêmes on pensait pouvait arriver. En fait, quand on regarde le graphique, ici, vous avez l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. C'est quand même, on a vu dans le passé, que ce soit en 2008 ou au début des années 90, l'inflation à 4-5 % année sur année. Donc, c'était pas anormal. C'est ce qu'on a vu l'automne dernier. Cependant, on voit là, en fin 2021, début 2022, cette accélération qui était non prévu, là, qui a été la conjoncture de plusieurs événements, en fait, on a touché aux États-Unis 9,1 % puis au Canada 8,1 %. Donc, c'est des niveaux qu'on n'osait même, en fait, qu'on n'imaginait même pas jusqu'à tout récemment. Donc, l'inflation qu'on croyait transitoire s'est transformée de plus en plus en inflation permanente et les banques centrales ont réagi avec force. On l'a vu, donc ça a fait, dans le graphique précédent, ça a fait aplatir la courbe de taux d'intérêt et les banques centrales ont décidé de combattre l'inflation avec des hausses de taux. Oui, OK. C'est le même parallèle pour le Canada, là, tu l'as mentionné. La même chose, exactement. Maintenant, on le sait que l'inflation est élevée, mais où s'en va l'inflation maintenant? Je pense que c'est vraiment la question importante, puis ça va avoir un impact
sur les taux d'intérêt de toute évidence, mais aussi sur l'ensemble des classes d'actifs cette année. Parce que quand on regarde un portefeuille 60-40 cette année, un portefeuille équilibré, en fait, c'est une des pires années de l'histoire en termes de rendement. Donc, il n'y avait pas de refuge. Hein. Les obligations ne font pas bien, les actions ne font pas bien. Donc, l'inflation, ben, c'est vraiment la clé. Quand on regarde des indicateurs précurseurs, comme par exemple le prix du pétrole, le prix du pétrole a un impact important sur l'inflation. Donc, vous avez le graphique ici, le pétrole, qu'on appelle communément le WTI. Donc, vous avez la variation annuelle du prix du pétrole et vous avez l'inflation, la ligne bleue, et le pétrole, la ligne orange. Mais, donc, on voit l'effet de quelques mois, là, en 2020-2021, de la hausse des prix de l'énergie, puis on voit l'effet direct sur l'inflation. Quand on regarde aujourd'hui, ben, le pétrole est à 85-86 $. Il est à 130 $ au mois de mars. Donc, année sur année, les effets des prix d'énergie sont de moins en moins importants. Et on peut penser, quand on regarde un graphique comme ça, puis on aurait pu vous en montrer d'autres, il y en a plusieurs, que peut-être que le sommet de l'inflation, on l'a vu l'été dernier, au mois de juin, lorsqu'on a atteint 9 % aux États-Unis. Donc, c'est positif pour les prochains mois. Ceci étant dit, ce n'est pas une science exacte. Puis, ce qu'on constate actuellement, c'est que l'inflation ne baisse pas aussi rapidement que les marchés l'anticipent. Donc, c'est quand même un élément de risque, c'est que l'inflation demeure élevée plus longtemps. Puis si elle demeure élevée, l'impact, ça va être quoi pour nous? Bien, et c'est sûr que pour nous, tout le monde. Pour tout le monde, en fait, si elle demeure élevée, bien, c'est sûr que l'impact, c'est possiblement des banques centrales encore plus agressives, des hausses de taux encore plus importantes. Une récession peut-être qui peut arriver plus rapidement, baisse de la demande, les salaires qui restent élevés, donc ce ne sera pas une bonne nouvelle. Okay. Donc, déjà que les taux ont monté beaucoup, là, ça a quand même des impacts réels quotidiens chez les gens. Donc, le marché de l'immobilier, hein, peux-tu en parler un peu, là, parce qu'on a eu quand même un beau rallye en 2020. Là, mais... oui, puis ici, on a le prix moyen des propriétés vendues au Canada. Là, ça, c'est des prix moyens des propriétés résidentielles. Donc, on voit depuis 2005, quand on trace une ligne, une tendance, on voit que l'immobilier, les prix augmentaient de façon normale année après année. On sait qu'au Canada, l'immigration est quand même importante, elle est positive. Le Canada est un des pays dont la croissance de la population est la plus importante parmi le G7. Donc, on voit mais à partir de 2020, quand il y a eu, en fait, les banques centrales, la Banque du Canada a baissé les taux d'intérêt à 0,25. Là, on a eu, avec le début de la COVID, un emballement sur le marché immobilier avec des hausses importantes. Là, on le voit sur le graphique là, avec la flèche. Donc, on a augmenté de façon très importante pour arriver à une situation de surchauffe. Donc, une situation qui n'était pas tenable jusqu'à tout récemment. Donc, très difficile d'accéder à la propriété. Et ben, il y a une correction en cours, puis sur le graphique, on peut le constater. Puis la correction quand même est assez rapide, puis je pense qu'elle est conséquente avec la rapidité dont la Banque centrale, la Banque du Canada a augmenté les taux. Là. On a eu des hausses quand même importantes de plus de 3 % depuis le début de l'année. Donc, on voit l'effet direct sur les prix de l'immobilier. Donc, pour nous, on considère ça sain, normal. En fait, c'est une situation qui ne peut pas durer. Maintenant, la correction est en cours. On peut probablement baisser plus bas que la ligne de tendance. Ça ne sera pas surprenant. Ceci étant dit, à plus long terme, on pense que les fondamentaux sont quand même positifs sur l'immobilier au Canada. Justement à cause de l'immigration. Entre autres, et exactement. Puis donc, avant d'acheter, on peut attendre encore un peu, c'est ça que tu es en train de me dire? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui. Maintenant, bien, on a vu l'effet des hausses de taux sur l'immobilier, entre autres, là, au Canada. Maintenant aussi, bien, les hausses de taux, on a parlé d'inflation, on a parlé de pénurie de biens, prix de l'immobilier dispendieux. Bien, en fait, ça a eu un effet sur la confiance des consommateurs.
Puis ici, ben, vous avez un graphique qui est en fait la ligne orange, c'est la confiance des consommateurs aux États-Unis, qui est mesuré par l'Université du Michigan. Et vous avez l'indice de la bourse de New York, le S&P 500, la ligne bleue. Bon, écoutez, le consommateur est important. Pourquoi on suit de près la confiance? Premièrement, parce que le consommateur représente grosso modo 75 entre 70 et 75 de l'économie américaine. Donc, c'est important. Donc, quand il est peu confiant, puis quand on voit là, qu'il est dans la situation actuelle, là, où on voit l'indice qui a baissé là, à des niveaux qu'on n'avait pas vus, en fait, il faut revenir au début des années 80 pour voir un niveau aussi bas, bien, ça nous inquiète, évidemment. Puis on le voit aussi, bien, l'effet sur les marchés boursiers. Hein, les gens sont pessimistes. Ceci étant dit, quand on regarde l'histoire, bien, ce qu'on constate, c'est que quand on atteint des niveaux comme on a actuellement, bien, c'est souvent des niveaux qui correspondent à des creux de marché, là, des niveaux intéressants pour la bourse, comme actuellement. Donc, on a vu en 2008-2009, également en 1990. On n'a pas atteint le niveau qu'on a atteint récemment, mais au début des années 80, on était à peu près à ces niveaux-là. Donc, c'est des bons niveaux d'entrée sur le marché boursier à long terme. À long terme. À long terme. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir à court terme, là, donc beaucoup de volatilité dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais sur un horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quand même positif. Okay. Puis quand on regarde les marchés plus spécifiquement, par exemple, les marchés boursiers, bien, ce qu'on constate, puis ce qu'on voit, c'est que pour nous, le marché boursier canadien est très intéressant d'un point de vue de ratio court-bénéfice. Donc, vous avez ici sur le graphique depuis 2004, le ratio court-bénéfice de la Bourse de Toronto. Puis, bien, on a une bonne correction. Hein? On est environ à 11,5-12 fois les bénéfices. Ce qui est, si on exclut la période de 2008-2009, à ce moment-là, on était dans une crise financière importante aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Mais sinon, quand on regarde l'histoire, ben, on est à des niveaux quand même très, très attrayants. Donc, pour nous, quand on regarde à l'intérieur des marchés boursiers, pour l'instant, le marché canadien est plus attrayant. Donc, Martin, là, on est à 12 fois à peu près les bénéfices. La moyenne historique, ça ressemble, selon le graphique, là, on parle de 16 fois, donc il y a un potentiel de croissance. On avait 24 fois là, en 2020, donc on va-tu remonter jusque-là? Je ne pense pas. À moins, en fait, pour retourner là, il faudrait que les taux baissent beaucoup. Okay. C'est sûr qu'il y a un effet de taux d'intérêt sur les cours bénéfices, mais mettons, si on retournait à 15-16, comme tu dis, c'est quand même très, très intéressant. OK. Donc là, la question qui tue, c'est j'attends-tu ou je la mets tout de suite mon argent? Ben, j'en ai un petit peu de lousse. Ben, écoutez, quand on regarde le marché boursier, ben, c'est sûr que est-ce que c'est le bon moment? On ne le sait pas, c'est quand le bon moment. Faire du market timing, en fait, c'est extrêmement difficile. Hein? Qui n'a pas déjà attendu une journée, 2 jours avant de vendre ou d'acheter? Et puis, ben, en fait, on attend pour acheter, le marché monte, on dit, bon, là, ça a monté, peut-être mieux d'attendre. Mais en fait, quand on regarde l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez, JP Morgan a fait une analyse sur 20 ans. Donc, ils sont partis en janvier 2002 jusqu'à janvier 2022. Et ils ont regardé, si par exemple, vous aviez investi 10 000 en 2002, en janvier, puis vous étiez resté investi pendant les 20 ans, votre performance aurait été de 9,4 par année. Maintenant, si sur cette période-là, vous aviez manqué les 10 meilleures journées dans l'année, dans cette période-là, bien, votre rendement a été coupé de pratiquement la moitié. Maintenant, si vous aviez manqué les 20 meilleures journées, bien, c'est encore la moitié des 10 meilleures journées. Donc, c'est très difficile de faire du market timing comme actuellement, mais la meilleure option, c'est de ne pas paniquer et de rester investi parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les marchés. Puis, on a un bel exemple au mois d'octobre. Les bourses ont rebondi fortement. Puis, par exemple, l'indice Dow Jones a eu son meilleur mois depuis 1987. Donc, quelqu'un qui n'était pas dans le marché en octobre bien, a perdu des rendements. Donc, la meilleure solution, c'est d'être patient, de rester investi parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va être. Ouais, comme les professionnels ne savent pas non plus, là, comme
c'est très difficile. Donc, on reste assis sur nos mains parce qu'on a quand même eu beaucoup de clients qui nous ont posé des questions. Est-ce que je me retire? Est-ce que j'investis? Je mets ça dans le marché monétaire parce que si on revient à la première page, c'est le marché monétaire, c'est là qu'il y a fait de l'argent. Exact. Mais là, on aurait manqué le 7 là, du mois de. Puis on le voit, hein, le coût de manquer des bonnes journées, ben, ça se répercute sur le rendement. C'est important. Là. OK. Donc, clairement, personne ne marche sur l'eau, donc on reste investi. Exact. Donc, au niveau de notre allocation d'actifs, on vient de faire le tour là, vraiment de tout ça. Là. Donc, comment que ça se répercute, nous, dans notre gestion là, des portefeuilles de nos clients? Ben, en fait, si on résume, juste faire un résumé avant de nos positions. En fait, l'économie américaine, canadienne vont continuer à ralentir. Là, donc, les indicateurs précurseurs pointent toujours vers le bas. La récession possible aux États-Unis, on est le signal on est sur la courbe est à zéro, là, donc sur près de l'inversion. Donc, on peut penser que la récession pourrait venir en fin 2023. L'inflation reste élevée plutôt, mais par contre, on pense que le sommet, on l'a peut-être atteint au début de l'été, au mois de juin. Le marché canadien est toujours attrayant, on l'a vu sur une base de court bénéfice, entre autres. Donc, et le pessimisme est très, très élevé. Dans ce contexte-là, bien, pour l'instant, du côté de notre allocation d'actifs, bien, du côté des titres à revenus fixes, on demeure négatif, là, on demeure sous-pondéré par rapport dans nos portefeuilles parce que, bon, il y a d'autres hausses de taux encore à venir. Maintenant, on demeure en durée plus courte. Du côté des revenus marché public et marché privé, bien, on est surpondéré. Donc, surpondéré dans des actifs qui sont non corrélés avec les hausses de taux, comme par exemple la dette privée ou l'immobilier. Du côté des actions, on est surpondéré en actions, mais notre surpondération, elle vient principalement des actions canadiennes depuis le début de l'année. Donc, notre stratégie qualité, on est équipondéré. Par contre, faible volatilité, on est surpondéré. Et la stratégie faible volatilité fait très bien cette année. En fait, elle fait exactement ce qu'on veut qu'elle fasse dans un environnement comme 2022 où la volatilité est quand même extrême sur tous les marchés. Maintenant, du côté des actions mondiales, on est équipondéré par rapport à nos cibles dans les portefeuilles. Ceci étant dit, on surveille de près le marché américain où on est sous-pondéré, où on veut augmenter au bon moment, en fait, lorsque les évaluations vont être un peu plus attrayantes du côté des États-Unis. Donc, c'est notre positionnement actuellement. Puis au niveau de l'Europe, on est un petit peu surpondéré. Légèrement, principalement dans notre portefeuille. En fait, c'est dans notre portefeuille qualité qui est un petit peu plus défensif. OK. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans notre portefeuille de nos clients. Donc, on essaie de protéger la valeur de nos clients avec cette allocation d'actifs-là. Là, si on regarde un petit peu prospectivement, c'est quoi qu'on regarde dans le futur, les thèmes porteurs là, pour nos prochains investissements? Bien, en fait, un des premiers thèmes très importants pour nous, c'est l'environnement. Donc, le thème de l'environnement, que ce soit entre autres dans les portefeuilles d'actions, par la réduction de l'empreinte carbone dans nos portefeuilles. Donc, en étant sous-pondéré, entre autres, dans des secteurs comme l'énergie, mais également l'investissement d'impact qu'on fait par l'entremise de l'investissement dans les obligations municipales, dans les titres à revenus fixes. Maintenant aussi, les thèmes porteurs dans nos portefeuilles, la technologie, très présente dans nos vies, mais qui va continuer à l'être au cours des prochaines années. Donc, que ce soit l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation, pénurie de personnel, hein, donc une des façons de diminuer ou d'atténuer la pénurie de personnel, c'est en automatisant un peu partout dans les entreprises. Mais également aussi un autre thème important, la démographie, la santé. Donc, vieillissement de la population aux États-Unis, au Canada, en Europe. Donc, on s'en sort pas. Donc, toutes les entreprises qui vont fournir des services, des produits liés à
vieillissement de la population, ben, on pense que c'est des entreprises qui sont gagnantes à long terme. Le secteur pharmaceutique également. Donc, on travaille beaucoup de recherche et nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché, que ce soit pour la réduction de poids, les médicaments contre l'Alzheimer. On sait qu'il y a beaucoup de recherches actuellement. Donc, c'est très, très porteur comme thème au cours des prochaines années à long terme. Et également la transformation du marché du travail. Hein. Les entreprises qui vont profiter de la transformation. On le sait maintenant avec la pandémie, la COVID, que le talent est global. Hein. On peut embaucher quelqu'un n'importe où dans le monde, hein, puis avec le télétravail. Le télétravail, entre autres. Donc, pour nous, ce sont des grands thèmes là, qui dirigent nos portefeuilles. Ça explique aussi une partie de la hausse de l'immobilier au Canada, probablement le télétravail. Exactement, tout à fait. Là, quand tout le monde a voulu avoir une maison. Une maison secondaire. Une maison secondaire également. Exact. Parfait. Donc, merci Martin. En fait, on a quelques questions qu'on a reçues. Donc, avant d'arriver à la conclusion, on va peut-être passer les questions, ça va peut-être être intéressant. Là. Donc, beaucoup de questions sur la récession, en fait. Ouais. Donc, au niveau de récession, on parlait, Martin, de récession fin 2023. Selon nous, la récession va être un peu plus légère. Ben, c'est le consensus. Oui, c'est ça. Là. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on pense. Tu m'as clairement dit qu'il ne fallait pas que je prévoie trop d'avance. Non, mais c'est ça, exactement. mais on va s'ajuster en conséquence. Hein. On fait un suivi continu des marchés, donc okay. Ça évolue des fois rapidement. Cette récession-là va-t-elle être, c'est une des questions qu'on a, là, donc est-ce qu'elle va être mondiale ou elle va être limitée au Canada, États-Unis? Non, elle va être... en fait, quand on regarde la séquence actuellement, probablement que l'Europe, c'est sûr que l'Europe va être en récession, peut-être l'est déjà actuellement, mais cette récession-là va toucher... les économies sont interconnectées. Hein. Donc, on voit en Chine hein, déjà l'impact de la Chine, le ralentissement depuis plusieurs mois déjà, l'impact sur l'Europe, l'impact sur l'économie mondiale, mais ça va toucher les États-Unis, le Canada, ça va toucher l'Europe, ça va toucher tout le monde. OK. Et puis, dans ce cas-là, est-ce que ça va être une récession ou ça pourrait même aller jusqu'à la dépression? Bonne question. Bonne question. Je ne m'avancerai pas jusque-là. Écoutez, je ne sais pas. C'est extrêmement difficile à prévoir. Je pense qu'avant d'arriver en dépression, les gouvernements vont sûrement intervenir. Hein. On l'a vu on l'a vu avec la COVID. Hein. Parce que les choses vont moins bien, les gouvernements interviennent rapidement, il va y avoir des baisses de taux. En tout cas, c'est pas impossible, mais définitivement pas dans notre scénario. OK. Donc, c'est probablement plus des facteurs exogènes si on se rend là. Exactement. Il y a une probabilité, mais c'est pas, ça ne fait pas partie de là. OK. Puis les banques centrales puis les gouvernements ont appris des erreurs du passé. Donc, réagissent plus rapidement. OK. Donc, on a une autre question ici. Dans les années 70, milieu 80, on avait des inflations qui étaient très, très hauts, des hauts taux d'inflation. Donc, on en a parlé un petit peu. Est-ce qu'on pourrait revivre ces scénarios d'inflation élevés puis des taux qui vont monter à 17, 15, 16, 17 on ne pense pas, mais en fait, quand on regarde, je pense que les banques centrales ont appris de leurs erreurs. Il y a eu des erreurs de politique monétaire qui ont été faites dans les années 70. On les connaît, ces erreurs-là. Les banques centrales ont appris également de ces erreurs-là. Donc, on le voit, ils sont très agressifs actuellement dans les hausses de taux. Et si l'inflation, on pense que l'inflation devrait diminuer éventuellement au cours en 2023, mais si jamais ça n'arrive pas, moi, je pense qu'ils vont monter les taux encore plus. Et je pense qu'ils vont réussir. Maintenant, est-ce qu'on pourrait aller à des taux de 15-16 %? Il y a toujours une probabilité, mais ça serait pour moi, c'est peu probable. Là. OK. OK. Donc, là, si je refais juste un contexte, puis je vais ramener une autre question en même temps, c'est que là, on dit, on attend sur les marchés, on ne sait pas où ça s'en va, on ne sait pas ce qui va arriver dans un an, une récession, quel niveau, on ne sait pas. Donc là, on a des gens qui sont à la retraite, qui viennent prendre leur retraite. Donc, on a sûrement une partie de cette cohorte-là qui vont retourner travailler parce que les marchés ont amputé leur revenu de retraite. Mais ceux qui sont sur le point de prendre leur retraite, est-ce qu'ils le font? Ils sont mieux d'attendre un petit peu? Ou c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu attends de te refaire un peu dans les marchés? Ou, avant de prendre la retraite? Ouais.
Écoutez, c'est difficile. Dans le fond, ça revient à faire un peu de market timing, hein, de dire est-ce que je vais fixer ma retraite en fonction de la reprise. Les marchés peuvent reprendre demain matin, peuvent reprendre dans 6 mois seulement. Les taux d'intérêt peuvent baisser dans 2 mois. C'est tellement imprévisible. Moi, je pense ce qu'il faut, c'est tout simplement avoir un bon portefeuille de qualité, regarder le long terme. Même à la retraite, il faut quand même penser que l'espérance de vie après la retraite est quand même très importante. Donc, le temps joue toujours en notre faveur dans les marchés financiers. Hein. Donc, la composition des intérêts, c'est super important. Donc, moi, j'aurais tendance à pas essayer de suivre son plan. Oui, à suivre le plan, là, son plan. Okay. Exact. Donc, idéalement, c'est peut-être de parler avec le conseiller, puis revoir le plan de retraite, voir si les revenus satisfont aux besoins. Puis, peut-être ajuster l'allocation d'actifs en fonction de la réalité, mettons, de la retraite, mais OK, donc on suit le plan. Exact. Puis, parfait. Donc, attendez. Moi, j'essaie de descendre les questions. On en a quand même plusieurs. Une question intéressante aussi, ça c'est plus macroéconomique. Là. Donc, si jamais la guerre en Ukraine devenait plus importante, donc quel impact ça pourrait avoir sur les marchés, tant on pourrait dire obligataires que le marché des actions? C'est sûr que l'impact, ça va être négatif. Ça va être négatif sur les prix de l'énergie, ça va être négatif également sur... puis là, évidemment, une guerre, c'est totalement imprévisible. Hein? Ça va durer combien de temps? C'est quoi l'impact? Déjà, c'est ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est quand même des choses, comme on l'a vu dans la vidéo, là, des choses qui sont imprévisibles. Ça ne sera définitivement pas une bonne nouvelle. Ce ne sera pas une bonne nouvelle sur les prix d'énergie, sur l'économie européenne, évidemment, sur la confiance des consommateurs. Donc, mais c'est un élément qui est totalement imprévisible. Donc, c'est difficile pour nous de faire des prévisions sur... Oui, parce qu'on pourrait parler de la politique, sur des conflits. Les conflits, les guerres, les conflits, ça existe depuis les 100 dernières années. Hein, quand on regarde l'histoire, il y a eu les guerres mondiales, il y a eu des conflits régionaux, etc. Mais dans l'ensemble, quand on regarde la progression des marchés financiers, des bourses, les bourses sont en croissance malgré tout. Donc, ça amène de la volatilité. Ça amène pour nous volatilité des occasions d'achat aussi, hein, parce que quand on a la panique, là, comme on a eu entre autres au mois de septembre, pour nous, ça nous permet de profiter d'opportunités. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut garder le cap, puis avoir des bons portefeuilles. C'est ça qui est important. Excellent. Donc, je pense que ça fait le tour. Martin, merci beaucoup. Donc, en résumé, on garde le cap. On parle à notre conseiller si on a des stress au niveau de notre plan actuel, de notre tolérance au risque. Souvent, dans ces gros mouvements-là, c'est là qu'on revoit nos tolérances au risque. Parce que tout le monde aime avoir 10 de rendement par année, mais voir une baisse de 10 ça, c'est plus difficile. Mais ça va souvent ensemble, malheureusement. Donc, on garde le cap, puis on garde le futur qui devrait être positif. Là. Donc, on le voit, là, les thèmes sont là. L'économie, la population canadienne est en croissance. Donc, ultimement, ça devrait être positif pour l'économie. Même l'immobilier, tu l'as mentionné, ça va être positif. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Oui, exactement. Donc, je vous remercie beaucoup, en fait. Là. On a fait 40 minutes. Donc, merci à vous d'être à notre rencontre. Donc, sur ça, on vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à communiquer avec nous là, si vous avez des questions, des commentaires, des éléments que vous voulez qu'on adresse. Ça va nous faire plaisir. Merci à vous.